Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... It could be real. It's impossible to entirely disprove its existence. But from this melange of arcade mystery, a myth like Polybius was almost inevitable. Des histoires étranges de l'ère numérique. Croyez-vous qu'un jeu vidéo puisse causer de graves dommages, voire la mort? C'est ce que l'on dit de Polybius, un jeu d'arcade introduit en 1981 dont l'existence est pour le moins nébuleuse. La légende de Polybius raconte qu'il s'agirait d'une conspiration gouvernementale qui impliquerait de mystérieux hommes en noir. Lâchez vos manettes et suivez-nous dans l'exploration d'une des plus grandes légendes du jeu vidéo. Oh yeah! Comment ça va, Sébastien Lévesque? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va extrêmement bien parce que ce soir, on a une bière, magnifique bière de la Nouvelle-Écosse, en fait. Quelqu'un nous a smugglé ça. Oh. C'est une gracieuseté de Jig qui nous a donné ça via une tournée de bière sur le distorsionpodcast.com. Donc, on boit la Hélène, qui est une blonde ale qui est brassée par les brasseurs Wayfarers. Et tout ça, ça vient de Port Williams en Nouvelle-Écosse. C'est vraiment... Écoute, on dit que c'est une blonde, mais c'est une blonde qui tire un peu vers la ambrée, oui. Je dirais. Hein? Oui, elle est enveloppante, elle a un bon goût, elle est très goûteuse, ouais, elle est très bonne. Aussi, évidemment, ce soir, on a une histoire qui est assez passionnante. Ça fait quelques fois quand même qu'on se la fait demander. Oui. Et puis, c'est la première fois aussi qu'on aborde un sujet lié aux jeux vidéo, Polybius. Oui, Polybius, qui était, comment je pourrais dire ça? Intriguant à la fois, et j'avais pas de... Oh oui. Sincèrement, je la connaissais pas du tout avant de me la faire suggérer, de nous la faire suggérer, je la connaissais pas du tout, cette légende urbaine du jeu vidéo. Je sais pas si toi, t'avais déjà eu vent ou parfum de cette histoire. Ben, il y a plusieurs légendes urbaines quand même dans le jeu vidéo. Oui. On va peut-être vous en parler lors de d'autres épisodes de Distorsion, mais il y a toujours la crainte qu'un jeu vidéo va vous faire des dommages mentaux ou va causer l'épilepsie. C'est un peu le cas de Polybius, qui est justement un jeu d'arcade. On se rappelle les vieilles machines d'arcade. Ouais. Et les millennials qui nous écoutent, en fait, c'était des grosses boîtes en bois avec une télé dedans. C'est assez irréel comme objet, mais ça existe encore. Oui, ben oui. Il y a des collectionneurs, hein. Il y a des fans... même au Québec, qui collectionnent, qui ramassent les vieilles arcades, qui les remettent sur pied et qui organisent même des soirées pour jouer à l'arcade. Sincèrement, si je pouvais m'en procurer une, je sais pas de quel jeu, c'est le feeling, je sais pas si tu as connu le monde des arcades, moi je l'ai connu quand même. Ben oui, évidemment. C'était vraiment le fun, les contrôles, les manettes, c'est des machines solides. Puis si on se ramène à l'époque, c'était... Il y avait des longs line-up sur les jeux populaires, fallait faire la file pour jouer à l'époque. Eh bien, moi je suis quand même un peu plus jeune que ça, j'ai pas joué à Pong dans un arcade. Non, en moi 79, non plus par exemple, non. Mais je me rappelle avoir joué à Mortal Kombat par exemple, exactement. Ou Street Fighter, ou des classiques là comme ça. C'était vraiment trippant. Puis Polybius est issu de cette génération de jeux vidéo là, au début des années 80. Ce serait apparemment un jeu qui aurait été introduit dans les environs de Portland en 1981, et il y aurait même de mystérieux hommes en noir qui venaient collecter là, des informations tirées de ces machines-là. Donc, est-ce que Polybius a vraiment existé? Si oui, est-ce que c'est une expérimentation gouvernementale? Est-ce qu'il y a une conspiration derrière ça? Il y a vraiment tous les éléments qu'on recherche dans une légende urbaine dans Polybius, et j'ai bien hâte qu'on creuse dans tout ça, mon Seb. Oui, on va tomber dans le retro gaming, en fait, puis on va revenir à les premières époques, la genèse du jeu vidéo, qui est un peu la naissance de tout ce qu'on vit aujourd'hui. J'ai vraiment hâte. Aussi, on a un shout-out sur Apple Podcast, une review 5 étoiles. Oui, de Madame Luce qui nous dit « Captivant ». Je voulais seulement essayer quelques minutes pour voir, mais j'ai sacrifié avec bonheur 1 heure de sommeil. Continuez.
on le sait, hein, ça peut créer l'addiction, les épisodes de Distorsion. Donc, objectif atteint. Oui, comme Polybius qui créait supposément l'addiction aussi. Si vous voulez faire comme Luce, en fait, et nous donner un review 5 étoiles sur Apple Podcasts, n'hésitez pas, faites comme elle. Pour nous, ça nous aide beaucoup dans le classement. Aussi, si vous voulez participer à la discussion avec nous, on a notre groupe Facebook, je vous dis qu'on accueille un peu tout le monde, facile à trouver à partir de notre fanpage sur Facebook, facebook.com/distorsion podcast, et du moins vous allez la voir soit dans la colonne de droite, et même si vous naviguez sur la page, c'est assez haut dans le fil, si on veut, de la page de nouvelles pour aller nous rejoindre. Vous nous faites une petite demande et on vous approuve. Donc vous allez voir, c'est une belle grande famille où on discute des cas de distorsion, mais de tout autre cas. Absolument. Les gens nous proposent aussi des sujets. Il y a vraiment de la discussion et de l'animation. Émile et moi, on participe aussi dès qu'on peut pour entretenir tout ça. Aussi, shout-out à nos amis transatlantiques, nos amis européens qui nous écoutent de plus en plus. Vraiment, merci de votre support en France, en Belgique, en Suisse, un peu partout. Même shout-out à notre auditeur du Nigeria. J'ai vu ça dans les stats cette semaine. Donc, shout-out à toi, mon ami. Et puis, bien, ça nous fait plaisir. Et n'hésitez pas à rejoindre notre groupe de discussion aussi. On accueille tout le monde. Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans cette légende urbaine du jeu vidéo? Je me peux plus. Oh yeah! Let's go! La légende de Polybius, ça débute un certain 3 mars de l'an 2000 à 4h36 du matin. C'est précis. On commence ça précis. Tôt. Vous allez voir, c'est un épisode de Distorsion qui est un peu différent. Généralement, on est plus assis sur les faits, je dirais. On aime ça être précis dans la chronologie des événements, dans les dates. Mais là, vous allez voir qu'il n'y a pas de date tant que ça dans Polybius. Donc, les quelques dates qu'on a, on va les appuyer fort. Donc, le 3 mars 2000 à 4h36 du matin, il y a un utilisateur du site web coinup.org qui est un genre de répertoire là, de jeux vidéo de l'époque, là, en fait, qui touche énormément au rétro gaming. Oui. Vraiment intéressant, si vous ne connaissez pas, allez faire un tour. Et cet utilisateur-là inscrit une nouvelle entrée là, dans l'archive des jeux vidéo d'arcade. Le jeu se nomme Polybius, donc Polybius, et apparemment que ce jeu-là est sorti en 1981. Il y a très peu d'infos au sujet de ce jeu. L'info disponible nous indique qu'il s'agit d'un jeu de type puzzle abstrait. Donc, c'est quand même assez vague. Moi, quand on me dit puzzle abstrait, est-ce que c'est un Tetris? Est-ce que c'est un truc plus expérimental que ça? Je sais pas. Non, je suis pas capable de figurer non plus. Au niveau des contrôles, parce qu'évidemment, dans cette fiche-là, il y a des détails là, qu'on voit à gauche. Les contrôles, c'est inscrit inconnu, donc on ne sait pas comment ça se contrôle. Par contre, la description du jeu est assez bien remplie. La description nous dit: il semblerait que le jeu soit apparu en 1981 dans une banlieue de Portland, dans l'Oregon, aux États-Unis, dans une ou deux arcades, un peu comme lorsque nous étions jeunes. On en a parlé un peu tout à l'heure. Pour le bénéfice de nos auditeurs millennials, il y avait à cette époque-là un endroit où on entrait et on pouvait manger du popcorn, et en mettant des pièces de 25 sous, on pouvait jouer à des jeux vidéo. Bon, je ris un peu, là, vous savez de quoi je parle, il y en a dans les cinémas. Oui, ça existe toujours. Ouais. Puis, justement, ce jeu-là serait sorti à cette époque-là. À cette époque-là, en 1981, on se rappelle un peu ou on se rappelle pas, là, mais il y avait une certaine génération, là, il y avait un boom du jeu vidéo. Ouais, vraiment à la fin des années 70. C'était les grandes époques là, de Atari et de Sega, entre autres. Atari, en fait, sortait leur console à 2600, je crois, un petit peu plus tard, par contre. Hein? 1983, oui, je pense que oui, ça se peut, effectivement, mais Sega existe depuis 1960. Oui, c'est phénoménal. Ça m'a fasciné. Qu'est-ce qu'ils construisaient en 1960? J'ai pas cherché super longtemps, mais j'aurais été curieux de voir les premiers modèles d'arcade Sega, parce qu'on sait depuis 2001, en fait, Sega ne font même plus de consoles. Hein, ils ont abandonné la guerre pour se concentrer directement sur le développement. Mais oui, je pense que c'est le premier joueur, parce que c'est même avant Atari. Qui est arrivé plus dans les années fin 70 ou mi-70. Donc, absolument. C'est le pionnier, le pionnier du gaming.
C'était quand même des jeux vidéo en couleur, mais c'était assez basic là, comme couleur. C'était rudimental, là. Les manettes aussi. Là, ben oui, c'était un jeu très très pixelisé. Les jeux qui dominaient à cette époque-là, c'était entre autres Astéroïde, qui était très populaire, où on était dans un genre de vaisseau, on affrontait des vagues. Oui, c'est mon préféré. Ben oui, c'était vraiment le fun. Il y en avait plusieurs dans ce genre-là. Pac-Man aussi est issu de cette époque-là. Même Donkey Kong. Oui, c'est vrai. Donkey Kong, ouais, quand même. Oui, exactement. Début des années 80 ou même. Oui. C'est ça, c'est fin 70, 80, c'était dans leurs jeux les plus vendus. Exactement. Donc, tout ça est pré-Nintendo. Moi, la première console que j'ai possédée, que mon père avait achetée à l'époque, c'était la Intellivision. Oui, ben oui, je la connais, celle-là. C'est drôle. Qui était une console, je crois que c'est la console la plus chère de l'histoire en ratio, en monnaie d'époque. Là. C'était un truc quand même assez technologique pour l'époque. Si vous vous souvenez, elle a l'air d'une console avec des téléphones. On dirait que les manettes, les fils de la manette, c'est comme les fils enroulés des téléphones de l'époque. Exactement. C'est vraiment étrange avec des boutons comme un clavier numérique avec une roulette un peu comme les vieux iPhone, pas iPhone, mais les vieux iPod. Oui, exactement. C'est quand même drôle le design de ces jeux-là. Ah oui, c'était pas évident de jouer. Mais Sega, à l'époque, quand même, connaissait une grande croissance. Là, je dis pas que Polybius était dans un système Sega. J'essaie juste de vous mettre un peu dans le contexte. Le chiffre d'affaires de l'entreprise là, à l'époque était de 214 millions de dollars américains. Donc c'est quand même assez impressionnant là, en dollars de l'époque. Là. Maintenant, ça doit être pas loin du milliard. Là. Pas facilement. Par la suite, en fait, le marché s'est énormément développé là, vers les consoles de maison, justement, comme le Atari 2600 et éventuellement la Nintendo NES. Puis avec justement les microprocesseurs qui devenaient de plus en plus performants à cette époque-là. Et moins cher. Oui, c'est ça. Mais pour en revenir à notre description de Polybius sur le site coinup.org, Polybius, c'était vraiment un jeu d'arcade, là, donc une boîte en bois avec une télé cathodique à l'intérieur, puis un genre de joystick. Le jeu fut extrêmement populaire à l'époque, là je vous lis encore la description, et les enfants faisaient de longues lignes à l'extérieur pour y jouer. Par contre, le jeu était reconnu pour causer de l'amnésie et des problèmes de sommeil aux enfants. Certains joueurs auraient oublié complètement leur nom ou leur lieu de résidence après y avoir joué. C'est étrange. Des enfants auraient aussi eu des terreurs nocturnes en y jouant, se réveillant dans la nuit en criant. Je fais une petite parenthèse par rapport aux terreurs nocturnes parce qu'il y a une différence versus un cauchemar au niveau de la définition. Une terreur nocturne, quand un enfant en fait une, justement, il va avoir des cris, tout ça, mais le lendemain matin, il ne s'en souviendra pas. Contrairement à un cauchemar, c'est une des distinctions qui fait qu'on utilise le terme terreur nocturne versus cauchemar. Donc un petit effet amnésique là-dedans. La rumeur dit que le jeu aurait été développé par une agence gouvernementale américaine. Donc, je suis toujours dans la description du jeu sur le site. Pour tester un certain algorithme sur le comportement des gens. Un des opérateurs d'arcade disait que des hommes en noir seraient venus à quelques reprises ramasser des enregistrements dans la machine. Par enregistrement, on a traduit ça, c'était records, donc je sais pas si c'est des disquettes ou des bandes magnétiques. Je sais pas comment ils stockaient ça, effectivement. Aucune idée. Ces hommes en noir-là, ils ne s'intéressaient pas du tout à la monnaie à l'intérieur des machines, donc c'est vraiment pas ça qu'ils venaient chercher. Le jeu serait un genre d'action puzzle, bon comme c'est décrit dans la fiche, avec plusieurs éléments abstraits. Certains joueurs auraient arrêté complètement de jouer à des jeux vidéo après y avoir joué, et un de ceux-là serait même devenu un activiste anti-jeux vidéo. Ça me fait sourire, ça, quand même. Oui, quand même une histoire assez troublante. Je suis toujours dans la description. Le jeu serait disparu après seulement 1 mois, et on ne l'aurait jamais revu, jusqu'à l'apparition d'un ROM. Un ROM, là, un ROM, qui est l'émulation là, d'un jeu sur un ordinateur, si on veut, une disquette à l'époque, là, probablement, ou un CD. Et là, l'auteur du texte explique qu'il aurait eu ce ROM en sa possession et il aurait vu apparaître ce texte là, en jouant le jeu, en démarrant le jeu. Évidemment, c'est inscrit « Insérer la monnaie ». Apparemment qu'un peu plus loin, c'est inscrit « Joueur 1 appuyé sur Start », bien évidemment. Et par la suite, il y aurait un autre menu qui nous dirait « Seulement », donc « Only ». Celui-là, je le comprends un peu moins. Peut-être que c'est une mauvaise traduction, une mauvaise interprétation de jouer seul versus jouer à deux ou en équipe. Je sais pas. Ah oui, peut-être, oui.
On y trouve aussi un indice potentiel sur la provenance du jeu. Donc, sur la fiche, c'est inscrit là, un symbole de copyright avec l'année 1981. Et là, pour mon cours d'allemand 101, c'est inscrit le nom de la compagnie serait Sinneslöschen. Pardonnez-moi, là, c'est sûrement pas comme ça que ça se prononce. Libre à vous de me corriger, chers auditeurs allemands. Et donc, ce serait la compagnie. Je vais vous l'appeler, là, c'est SINNESLO avec tréma sur le O. Et par la suite, c'est un S, un C, H, E, N. Donc, Sinneslöschen. Non, c'est bien, c'est bien. Ça ressemble à ce que j'essayais de pratiquer aussi. Donc, c'est comme ça que ça se termine. C'est toute l'info qu'on a là, de ce post mystérieux de l'an 2000 de cet utilisateur sur coinup.org. Vous voyez, là, dès le départ, là, on retrouve vraiment un mélange parfait pour une belle légende urbaine du web. On a un vieux jeu d'arcade, des enfants terrorisés, des hommes en noir et possiblement une conspiration gouvernementale. Justement, le post qui avait été publié à l'époque, à l'an 2000, il y avait eu que 1351 personnes qui avaient consulté l'article, donc c'était quand même très peu. Il n'est pas devenu viral à ce moment-là, ça n'a pas vraiment fait d'émoi ou quoi que ce soit. Il y a même eu des mentions de Polybius qui remontent en 1994 sur les fameux Usenet. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les babillards un peu de... Je savais même pas que ça existait en 1994. Oui, même ça date de 1979. J'ai fait un peu de recherche puis je me demandais, puis à l'époque c'était seulement disponible sur des systèmes Unix. Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà connu cette époque-là, là, mais avec des interfaces, c'était très texte, il y avait pas d'interface graphique. C'était vraiment des babillards, les gens consultaient les nouvelles ou ils échangeaient beaucoup de choses via les Usenet. Bref, c'est un petit rétro technologique. Et justement, il y a quelqu'un en 1994 qui en parlait puis qui disait que le jeu avait été introduit à l'arcade Malibu Grand Prix à Beaverton, dans l'Oregon, entre 1979 et 81. Donc, c'est assez cohérent versus la description sur le site de CoinUp. L'arcade actuelle existe toujours, mais si vous avez fait une recherche, vous allez voir maintenant, c'est un empire, là, quasiment, les Malibu Grand Prix. C'est plus qu'une arcade, là, c'est quasiment la ronde en plus petit format. Là, oui. En format centre d'achat. Oui, un peu, c'est exactement ça. Ça s'est quand même assez développé. C'est fascinant que toutes ces rumeurs-là rapportent à la même région, à l'Oregon. Oui. En fait, dans le Pacific Northwest. Effectivement, c'est une région qui, même à l'époque, était quand même à l'affût là, de tout ce qui était le boom techno dans la région de Seattle. Ça n'est pas très loin non plus de Silicon Valley. Là, si on veut, on est tous sur la côte ouest nord. Mais c'est mystérieux quand même qu'il se soit centralisé dans des arcades des banlieues de Portland. On nous dit aussi que, justement, tout à l'heure, dans le post, on explique que c'était dans le quartier Lloyd's, qui est un quartier qui, à l'époque, n'était pas tellement... C'était pauvre. Hein, oui, c'était pauvre. C'est un quartier qui était difficile. Donc, est-ce qu'il y aurait une raison pour aller tester un certain marché dans des quartiers le moins populaires de la région de Portland? Ça m'a titillé, moi, en fait, la géographie. Pourquoi il y avait vraiment une concentration de ces machines-là, Polybius, en banlieue de Portland? Je sais pas si c'est à cause que c'est une drôle de théorie, là, mais à l'époque, les jeux vidéo avaient pas c'était pas bien vu, hein. Puis les parents, selon moi, les gens qui jouaient, c'était un peu comme, c'est pas la connotation d'aujourd'hui, malgré qu'aujourd'hui, les jeux vidéo ont pas toujours belle presse. J'avais l'impression que vu que c'est plus pauvre, des parents qui s'occupent moins de leurs enfants, donc qui empêchent peut-être moins les jeunes d'aller à l'arcade, donc il y a plus d'affluence des jeunes à l'arcade. Peut-être que ça fait des bassins plus gros pour tester des produits, tester des marchés. C'est une théorie, je sais pas si elle est valable, mais... Parce que c'est vrai qu'il y avait une certaine forme de protestation, là, comme quoi le jeu vidéo, ça pouvait rendre malade, ça pouvait même devenir accro, parce que il y avait même des compétitions de jeux vidéo à l'époque. Hein. Il y avait des jeunes qui passaient des journées entières devant ces machines-là à l'arcade. On parle de gens qui jouent des heures en ce moment, qui vont faire énormément de gaming. Ben à l'époque, il y avait quand même des gens qui en faisaient dans ces arcades-là. Oui, c'est pas nouveau. Ça coûtait juste un peu plus cher. Je sais pas si vous avez écouté Stranger Things, la saison 2, justement, dans le début, ils ramassent beaucoup de sous. Ils sont à la quête d'argent, puis justement, pour aller à l'arcade et jouer à l'arcade, puis c'est dans les débuts des années 80. Donc, je trouvais que c'était un beau clin d'œil à cette époque.
Il y a des photos quand même qui sont ressorties. Hein? Oui, du cabinet de Polybius, en fait, c'est des prototypes. Dans un des cabinets prototypes, si on peut dire ça, l'écriture et même comment je pourrais dire, la décoration du cabinet, c'est des collants avec une couleur un peu plus turquoise, je vous dirais, et même des lignes turquoises avec une manette dans le milieu, dans le fond, un bras. Puis un genre de joystick. Oui, exactement. Et de chaque côté, il y a quand même un bouton mauve puis 2 boutons noirs à la diagonale, mais de chaque côté, comme si le joueur, pas le joueur, mais le gameplay est fait pour jouer à 2 joueurs, mais avec seulement un contrôle. En tout cas, je trouve que de la manière que c'est disposé, je sais pas qu'est-ce que... Oui, mais ça fait du sens parce que dans la description qu'on retrouve sur coinup.org, l'utilisateur, il indique qu'il y avait l'option de choisir joueur 1 ou possiblement joueur 2. Et on voit d'ailleurs, si on regarde plus bas dans le cabinet, comme tu dis, il y a un joystick, puis il y a un seul joystick et des boutons à gauche, des boutons à droite. Donc, je sais pas comment ça peut jouer en multiplayer. Non, j'arrive pas. Mais on voit que plus bas, il y a 2 endroits où on peut entrer des sous, où on peut entrer de la monnaie. Donc, ce cabinet-là représenterait vraiment un jeu multijoueur, possiblement. Ah, ben oui, c'est vrai. À l'époque, chaque joueur mettait de l'argent de son côté. Oui, exactement. Oh my God, j'avais oublié ce détail. En haut, c'est inscrit en grosses lettres le Polybius en lettres un peu bubble, là, des grosses lettres amplifiées, un peu typique, un peu rétro gaming. C'est écrit encore une fois en turquoise et il y a la fameuse télé cathodique là, bien centrée au centre du cabinet. Donc c'est un prototype qui semble assez fidèle à ce qui est indiqué sur coinup.org. Ouais. Mais il y a une autre photo qui serait ressortie, qui encore une fois n'est pas prouvée du tout le réel. Oui, bien elle est un peu différente. En fait, le Polybius est écrit plus en jaune, vert, lime, fluo, si on veut. Puis même le contour des lettres est plus vert foncé. Et là où il y a beaucoup de différences, bon, ça c'était seulement l'écriture. Où ce qu'il y a une majeure différence, c'est qu'il y a seulement un joystick à gauche et un seul bouton blanc à droite. Ce qui rend un peu plus la chose mystérieuse. Il y a 2 entrées de monnaie pour un peu avec ton point de tout à l'heure, mais sinon c'est quand même une différence majeure, je trouve, au niveau des contrôles. Oui, au niveau des contrôles, c'est quand même assez bizarre. Moi, j'imagine que quelqu'un doit contrôler le joystick et un autre doit contrôler le bouton. Je présume que le principe, là, on indiquait tout à l'heure que justement les jeux de l'époque, c'était souvent t'es un vaisseau au centre ou t'es sur une planète au centre et puis tu t'affrontes des vagues d'ennemis. Donc possiblement qu'il y a quelqu'un qui dirige la navette spatiale versus quelqu'un qui tire. Mais on reviendra plus tard sur la description même du jeu, parce que ça aussi, c'est très nébuleux. Mais qui est d'ailleurs Polybius? Polybius, en fait, prend son nom du grec Polybe, qui est un ancien, un homme d'État, historien et théoricien politique, même qu'on le catégorise comme le plus grand historien grec de son temps. Mais en fait, pourquoi lui? C'est qu'il est connu, lui, pour son affirmation selon laquelle les historiens, donc il parle un peu de lui-même, ne devraient jamais rapporter ce qu'ils ne peuvent pas vérifier par des témoignages. Donc ici, parce que ce qu'on peut comprendre, on peut pas dire quelque chose sans l'avoir vérifié. Donc c'est des oui-dire. Il n'y a pas de oui-dire. Mm-hmm. Donc juste par défaut, le nom du jeu, ça fait quand même grandir le mystère. Ça crée une... Parce que oui, ça nous fait juste douter encore plus de l'existence du jeu. Là. Ben oui, c'est comme si le nom du jeu avait prédit son avenir, ou plutôt sa légende urbaine qui allait se produire, un peu ce qu'on dit sur lui, là, que le jeu n'existe pas vraiment. C'est quand même assez drôle, je trouve qu'il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. Mais qui est cette fameuse compagnie allemande, la Sinneslöschen? Sinneslöschen, la société, c'est toujours elle là, qui est en référence à Polybius, peu importe les sources. Quand on décortique le mot, en fait, c'est suppression de sens ou privation sensorielle. Dans le fond, c'est des dérivés de sin, S-I-N-N-E, qui sont le début du mot, et qui veut dire sens, et Löschen, qui veut dire éteindre ou supprimer. Donc, justement, supprimer les sens, privation sensorielle. Ça fait quand même ça aussi... c'est quand même particulier parce que c'est une boîte qui était supposée développer des jeux pas nécessairement sous cet angle-là. Donc, je trouve ça drôle que le choix du nom d'entreprise comme ça, je trouve que ça ajoute encore plus de mystère
Oui, ça expliquerait aussi peut-être le fait que Polybius aurait créé là, des effets d'amnésie, puis des effets, aurait réussi à perturber le psychologique là, de certains enfants. Oui, puis si on se fie au nom, ça semble une action volontaire. C'est ça que je trouve quand même assez étrange. Quelque temps avant, septembre 2003, le propriétaire du site de CoinUp a envoyé un petit message au magazine GamePro, qui est un magazine sur le jeu vidéo à propos... oui, un grand magazine. Oui, ça existe sûrement, GamePro, sûrement? Je sais pas, hein? Bonne question. Je sais pas, sûrement en version web, là, mais à vérifier. Bref, et à cette époque-là, ils ont envoyé... Le propriétaire de CoinUp a envoyé un message à propos de Polybius. Et là, ça a créé quand même une attention médiatique parce que ça a fait partie d'un reportage sur les jeux vidéo qui s'appelait Secrets and Lies. Mais finalement, malgré tout l'attrait médiatique, l'article a conclu que l'existence du jeu n'était pas vraiment concluante, là, si on veut. C'était pas quelque chose qui pouvait vraiment exister. Ouais, selon leur petite enquête, ils en ont rien vraiment trouvé. Mais bon, on verra bien. Par contre, il y a des développements parce que ça ne s'arrête pas là. C'est en 2006, en fait, que la légende de Polybius va prendre un autre envol. Donc, quelques années plus tard, évidemment, grâce au fait que GamePro en a parlé, puis que d'autres plus grands médias en ont parlé eux aussi, ça a fait en sorte qu'il y a eu vraiment beaucoup d'intérêt envers ce jeu-là. Puis même si on était dans le vraiment début des réseaux sociaux, les gens ont commencé à en parler. Mais en 2006, la légende de Polybius prend vraiment un autre envol. Il y a un autre utilisateur de CoinUp qui vient poster un genre de témoignage troublant là, dans le même board là, rétro gaming. L'auteur, c'est un certain Stephen Roach, puis il prétend avoir été dans l'équipe de développement de Polybius, là, rien de moins. Donc, il poste son témoignage, c'est vraiment dans un forum, et les gens vont lui poser plein de questions, et lui va leur répondre de son mieux. On a traduit, là c'est quand même un long texte, puis c'est un Google Translate, donc on pardonne à l'avance les quelques petites fautes potentielles, mais je vais vous lire un peu en diagonale les parties importantes de son texte. Il commence en disant « Je m'appelle Stephen Roach et je travaille principalement en République tchèque. Sinnesschlossen, la fameuse compagnie, était une société créée par moi-même ainsi que plusieurs autres programmeurs amateurs en 1978 et ces gens-là travaillaient sur des composantes pour des circuits imprimés qui considéraient la programmation comme une activité secondaire limitée mais très rentable. Bon, quelques petits problèmes de syntaxe, mais on comprend l'essence. Je pense que le fait que ce n'était pas le point focal de notre entreprise nous a enlevé la pression et nous avions donc créé un travail de qualité qui a rapidement gagné une réputation dans l'industrie. Nous avons été approchés vers 1980 par une société sud-américaine qui restera anonyme à des fins légales pour développer une idée qu'ils avaient pour produire un jeu d'arcade avec un élément de puzzle centré autour d'une nouvelle approche en jeu vidéo. Ils étaient vraiment désireux de prendre le dessus dans un marché déjà très concurrentiel. Alors, on nous a offert un package de rémunération à base de commissions pour développer quelque chose de spécial qui allait utiliser la technologie. Bon. On n'en sait pas plus. Marek Vachusek était le programmeur qui a inventé le nom de Polybius. Il avait étudié la mythologie grecque à l'université et il a trouvé le nom parce qu'il semblait assez audacieux et mystérieux. Effectivement, ce que nous voulions tout simplement. Les graphismes inspirés avec des éléments de puzzle et de gameplay scintillant étaient quelque chose à voir. Nous avons testé le jeu pendant des heures et c'était certainement un jeu très addictif qui était bien aimé par les professionnels et aussi récréativement par tous ceux qui le jouaient. L'entreprise n'aurait pas pu être plus heureuse et nous avons tous pensé que nous étions sur le point de quelque chose de très spécial qui allait se produire. Nous avons un jour reçu un appel téléphonique nous indiquant qu'il y avait des préoccupations au sein de l'entreprise au niveau des graphiques du jeu. Et apparemment que le joueur moyen, et là je vous traduis librement comme ça, là, pouvait passer des heures et des heures à la fois à jouer au jeu et que c'était possible qu'il y ait des dommages physiques ou mentaux notables créés en raison du style de jeu. Nous avons reçu des chiffres encourageants au niveau des playtesting et on nous a dit que le jeu recevrait une version limitée, temporaire qui nous bouleverserait
mais peu de temps après, nous avons reçu des nouvelles terribles. Un garçon de 13 ans du district de Lloyd, donc en banlieue de Portland, en Oregon, aurait souffert d'épilepsie en jouant au jeu. Seulement 6 jours après que les machines aient été installées dans cette banlieue-là. Un des cadres supérieurs de l'entreprise, que je connaissais très bien, m'a contacté pour me dire que cela a causé d'immenses vagues de panique dans toute l'entreprise et apparemment qu'ils étaient d'avis qu'ils avaient créé un monstre. Cela peut sembler risible maintenant, mais gardez à l'esprit qu'il y a 25 ans, lorsque l'industrie du jeu vidéo était à ses balbutiements. Donc, quelques petites erreurs de syntaxe ici. Je vous passe quelques commentaires. On nous disait que justement les enfants faisaient de nombreux cauchemars et les directeurs de la compagnie sont descendus en ville pour évaluer la situation qui pourrait expliquer ces histoires-là d'hommes en noir qui traînaient autour des machines. Pour autant que je sache, seulement 7 machines ont été distribuées dans la région et aucun autre incident lié à la santé n'a été signalé. J'ai entendu officieusement que la compagnie a fait un règlement unique à la famille du garçon qui a souffert d'épilepsie et elle n'en a plus jamais entendu parler. À part toutes les spéculations sur Internet et la paranoïa qui en résulte. Nous avons dissous Shine Slauson peu de temps après parce que nous ne voulions pas nous limiter au délai strict des autres compagnies et nous nous sommes éloignés du jeu en cas de récrimination persistante qui aurait pu faire beaucoup de mal à notre réputation. Autant que je sache, il n'y a pas de ROM qui a existé, à moins que ça vienne des entrailles de la compagnie. Nous avons seulement reçu un paiement de base étant donné que le jeu a été retiré sans distribution nationale ou internationale, donc nous avons commencé à le détester et c'était souvent un mot maudit à chaque fois que nous nous rencontrions, donc c'était un peu tabou. À l'époque même, les jeux d'arcade étaient souvent comparés aux drogues et à cause de la dépendance qu'ils créaient, ça pouvait faire peur aux bureaucrates à l'esprit borné. C'est un très long texte, j'en ai passé des petits bouts, là, je vous avoue. J'ai tenté de vous résumer le plus important, si on veut, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est justement à quoi ça ressemble le jeu même de Polybius. Donc Stephen Roach, il va poster ça dans le forum, et les membres du forum vont commencer à lui poser des questions un peu plus précises, à le cuisiner un peu, parce que évidemment les gens pensent que il bullshit. Oui, parce qu'on ne le sait pas. Là. Ça peut être n'importe qui écrit ce texte-là et qui peut inventer une histoire et s'approprier la création. Là. Exactement. Il va nous revenir un peu plus tard, justement. Les gens vont le challenger, vont lui dire « Mais c'était quoi au juste le type de jeu de Polybius? Qu'est-ce qu'on faisait dans ce jeu-là? » Et apparemment que, justement, là, il a participé à un article qui a été écrit après que son texte soit publié sur CoinUp. Et puis, il expliquait que il y avait des ennemis qui se rassemblaient là, au centre de l'écran et que toi, tu pilotais en fait un vaisseau spatial du côté droit de l'écran et que c'est pas un jeu où toi avec ton vaisseau tu fais le tour des ennemis, c'est l'inverse. Donc les ennemis en genre de groupe de vaisseau spatial pouvaient t'entourer puis ça pouvait créer un genre de vision tunnel, un genre de tunnel vision si on veut, ce qui pourrait expliquer peut-être des effets épileptiques. Et apparemment que ça utilisait des graphiques vectoriels à l'époque. Donc quand même un truc qui était peu utilisé dans le jeu exactement, vidéo. Peu habituel. C'est un peu ce qui explique. Donc il y en a qui disent que c'était un peu une genre de copie de Tempest. Oui, c'est ça. C'était beaucoup de rumeurs. En fait, ils pensent que les gens se sont mélangés avec Tempest, là, mais on y reviendra un peu plus tard. Apparemment, en fait, Stephen Roach, il explique que justement, dès qu'on est rendu au niveau 2, le niveau de vertige là va dramatiquement augmenter. Justement, il y aurait des couleurs toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pourraient arriver en flash, pourraient créer des effets justement de vertige en avançant, en reculant. Donc, ça serait quand même, il y aurait un volet assez spectaculaire. Un effet stroboscope, hein? C'est un peu ça, hein, j'imagine, le flicking. C'est-tu un peu ça que tu veux parler? Ben en fait, moi j'ai jamais joué, mais selon la description, ouais. Ça reste quand même assez flou. Mais on imagine justement le gameplay quand même assez circulaire avec le vaisseau spatial, les vagues d'ennemis qui font le tour. Donc tu contrôles, je présume, avec le joystick, tu contrôles ton vaisseau spatial. Avec le bouton, tu dois tirer des coups de feu. Et puis, plus on augmente de niveau, plus il y aurait justement des effets, là, des couleurs de l'arc-en-ciel, qui envahiraient l'écran. Apparemment, par contre, que cette théorie-là
Apparemment qu'à l'époque, c'était pas des moniteurs qui supportaient ce genre de type de graphique vectoriel-là. Donc, il y a peut-être une petite inconsistance ou peut-être que Polybius aurait une certaine innovation de ce niveau-là. À partir de 2006, les internautes se sont emparés de l'histoire et l'ont repartagé un peu partout sur le web, ce qui a créé que les médias traditionnels et les grands médias d'un peu partout dans le monde ont utilisé l'histoire, ont pas gonflé, mais ont, disons, répandu la légende, questionné la légende au travers de ça. Et ça n'a pas arrêté depuis ce temps-là. Là. Vous allez voir, tantôt, on va vous y revenir, mais il y a plusieurs références culturelles. Oh oui. La légende de Polybius s'est répandue un petit peu partout, autant dans des épisodes grand public que des œuvres de science-fiction. Évidemment, la théorie de Stephen Roach, je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, après avoir lu toutes sortes de théories, quand j'ai lu son texte, on dirait que ça a tout détruit mon effet de conspiration. Puis je trouvais tellement que ça faisait du sens, qu'est-ce qu'il disait. C'était clair, c'était précis, sa timeline d'explication. Je trouvais que ça faisait du sens versus l'époque. C'est vrai qu'en 78, des programmeurs de métier, là, il y en avait très, très peu, là, un peu comme il expliquait. C'est ça, je trouvais que tous les éléments qu'il amenait, ça faisait beaucoup de sens. Même le nom du développeur, Mark ou Marcus, quand tu fais des recherches sur le web, le seul jeu qui est attribué, c'est Polybius. Donc, c'est peut-être lié à toute la légende. Oui. Mais quand même, il y avait quelque chose de cohérent dans son discours, justement, puis les exemples qu'il donnait par rapport à l'enfant et tout ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'ai l'impression un peu comme toi que au niveau de l'époque, tout ça, c'est crédible. Il a fait un beau travail de narration qui nous amène bien à cette époque-là de boom du jeu vidéo de fin des années 70, puis aussi en climat de guerre froide. On se rappelle la compétition... C'était une compétition technologique entre les pays, là, d'une certaine façon, puis le jeu vidéo et les recherches gouvernementales et tout ça pouvaient très bien être liés. Donc au niveau crédibilité de l'époque, je trouve qu'il dresse un beau portrait, puis un beau portrait de ce que pourrait ressembler justement une gang de programmeurs qui programme un jeu à l'époque. Là, on se rappelle que même Tetris avait été conçu par une seule et unique personne. Oui, donc, exact. À quelques programmeurs, à 2-3 programmeurs, tu peux faire un jeu potentiellement comme Polybius. Par contre, il y a quand même quelques trous là dans la vie de Stephen Roach. Ouais. On trouve aucune trace en premier de cette compagnie allemande. Et d'ailleurs, Stephen Roach, c'est quand même drôle, il fait une faute de frappe à 2 reprises dans son texte lorsqu'il écrit le nom de la compagnie. Bon, vous me direz que c'est peut-être pas un nom conventionnel, c'est pas Sega, mais quand même... c'est particulier pour quelqu'un qui aurait même fondé la compagnie. On ne retrouve pas non plus de diplômé en informatique ou en ingénierie du nom de Stephen Roach en République tchèque dans les années dont il estime avoir terminé là, ses études puis avoir fondé Sinneschlausen. Donc, pas de traces de Stephen Roach dans le domaine de l'informatique en République tchèque. Donc, c'est quand même, ça regarde un peu mal. Mais je te dirais qu'on peut quand même, tu sais, surtout à l'époque, puis même aujourd'hui, là, l'informatique, tu peux être autodidacte et t'en sortir. Fait que ça. Oui, évidemment. C'est vrai. Mais c'est quand même étrange, mais au niveau de l'informatique, des fois, il y a vraiment moyen d'être bon et de l'apprendre un peu sur le tas. Surtout à l'époque, là, il devait pas avoir beaucoup de cours, beaucoup d'encadrement et de littérature informatique, là. Fallait vraiment apprendre sur le tas et avec les manuels qui venaient avec les cartes mères qu'on achetait, les cartes, tout se faisait tout se faisait à la main, entre guillemets, là. Toute la programmation, c'était assez incroyable quand même. Mais quand même, est-ce qu'il y a des faits en lien avec Polybius? Est-ce qu'il y a des faits vraiment en lien avec cette histoire-là, des trucs qu'on peut vérifier concrètement? Il y a une blogueuse du nom de Kat Despira, alias, j'adore son nom, la Retro Bitch, qui a un blog, c'est retrobitch.wordpress.com. Vous irez voir ça, elle a quand même un beau blog. Et elle a fait une enquête sur le terrain parce qu'elle réside dans les environs de Portland. Donc, elle est allée vérifier justement les lieux dont on parle, la fameuse Malibu Grand Prix, l'arcade en banlieue. Elle est allée voir tout ça, puis elle a fait d'autres recherches un petit peu plus poussées, surtout au travers de journaux de l'endroit, des journaux locaux qu'on retrouve dans l'Oregon.
Et en fait, il y aurait vraiment des preuves comme quoi il y a un jeu similaire à Tempest qui serait apparu à Portland en novembre 1981 et on aurait vu même des reçus de vente qui auraient été vendus à justement des opérateurs d'arcade dans les années 80. Ça a été confirmé par un propriétaire d'une arcade justement et justement, c'était un jeu qui était très similaire à Tempest. Donc, il y aurait eu un jeu similaire à Polybius qui aurait fait son apparition dans les environs de Portland dans les années 80, spécifiquement en 81. Et aussi, il y aurait 2 cas documentés en 1981 de joueurs, là, de jeunes enfants qui auraient eu des crises d'épilepsie dans la région de Portland, donc en 1981. C'est assez louche aussi. Ça correspondrait presque aussi à ce qu'on retrouve dans le cas de Polybius. Et justement, aux États-Unis, entre 1981 et 1984, il y aurait en fait 6 personnes qui auraient subi des crises en lien avec les jeux vidéo et une seule en lien avec un cabinet de type arcade, là, donc un jeu de type arcade en bois avec une télé, là, et ce serait Astro Fighter qui est un jeu de 1980 de Sega. Il y aurait apparemment vraiment des agents gouvernementaux là, qui seraient allés saisir des machines arcades là, entre 1981 et 1982 et tout ça serait documenté là, dans le journal local de l'Oregon. Et ces gens-là seraient justement allés vraiment saisir ces machines-là afin d'enquêter sur les effets psychologiques qu'ils ont sur les enfants. Donc il y a des cas documentés de possibles hommes en noir. Oui, effectivement. Même qu'il disait qu'il prenait en plus de saisir les machines, il prenait les initiales des plus gros, des high scores, en fait, des plus, pour essayer de déterminer des témoins qui auraient pu voir des gens faire des crises ou tout ça, des réactions à ça. C'est quand même, j'ai tendance à y croire à cette théorie-là, que vraiment le gouvernement s'est emparé des machines pour vérifier, parce que on s'entend, c'est un cas de sécurité publique pour vrai quand ça génère pas des maladies, là, mais ça génère vraiment un impact sur des gens. Faut qu'ils en prennent compte. Toujours dans les faits, en 1981, il y aurait eu un règlement là, de la Cour suprême en novembre 1981 où il y aurait justement un test géré par le gouvernement afin d'identifier les habitudes des joueurs. Donc, un des premiers playtests du jeu vidéo aurait eu lieu aussi en novembre 1981. Donc, ça fait beaucoup quand même de coïncidences réelles en lien avec Polybius. Et il y a des cas réels de jeunes enfants, de joueurs de jeux vidéo qui auraient subi des dommages suite à avoir joué longtemps à des jeux et surtout à cette époque-là quand même. Et un certain Brian Morrow, âgé de 12 ans, en novembre 1981, encore une fois, aurait battu un record du monde là, de longitude de jouer au jeu Astéroïde. Donc, il aurait joué pendant 3 jours consécutifs et après ça, il se serait vraiment senti mal. Et évidemment, il était nourri au Coca-Cola à l'époque, mais il aurait eu vraiment des problèmes musculaires. Il serait même évanoui. Là. Donc, il se serait vraiment senti mal après son marathon de jeux vidéo. Mais tu sais, c'est sûr, si tu dors pas pendant 2-3 jours, je sais pas si tu fileras pas bien non plus. Oui, évidemment. Le sommeil est quand même essentiel à apparemment l'équilibre. qu'il portait des harnais spéciaux là, aux mains là, pour qu'il puisse maintenir le joystick quand même en état de fatigue. Et puis, je trouve que c'est à la limite... c'est un peu abusif. C'est presque de la torture parentale. Ben oui, en fait, c'est ça que je me demandais quand tu disais ça. J'ai dit, il y a 12 ans, ses parents le laissaient faire ça. Je veux dire... est-ce que c'est lui qui voulait ça absolument puis qui était tellement motivé ou comme tu dis, c'est comme un parent dans un estrade là, qui encourage trop son enfant parce qu'il veut devenir une star là. Ben oui. C'est vrai que c'est vraiment étrange comme comportement de parent. Là. C'est louche. Donc il y a plusieurs faits qu'on peut confirmer, ou du moins plusieurs coïncidences. On dirait pas que c'est des faits parce que c'est pas lié précisément avec Polybius, mais quand on parle de légende urbaine, souvent c'est basé sur des événements réels. Donc là, on se retrouve en 1981 dans les environs de Portland, en Oregon, et on a justement des agents gouvernementaux qui ont saisi des machines arcade. Il y a un genre de copie de Tempest, ou du moins un jeu similaire qui est sorti dans la région, dans des machines. Il y a des jeunes qui ont subi des problèmes en lien à avoir été longtemps exposés aux jeux vidéo. Donc, c'est des choses qui peuvent, soit d'une certaine façon, nous amener à croire que Polybius est réel, mais aussi ça peut nous amener à croire qu'il y a eu une distorsion un peu dans la mémoire collective. Exact. C'est-à-dire que des gens ont associé Polybius à des faits réels, mais il y avait juste besoin d'un
d'un élément, un agent de liaison. Oui, un agent de liaison. J'aime bien, merci de la comparaison, Sébastien, pour réunir tous ces éléments ensemble. Mais quand même, je t'ai laissé le plus le fun dans tout ça, Seb, la théorie des hommes en noir. Oui, les hommes en noir, en fait, tiens, ouvrons-nous la deuxième bière. Mais là, je t'ai laissé un des éléments les plus mystérieux de toute cette histoire-là, Seb, les fameux hommes en noir. Oui, les hommes en noir, justement, que la légende stipulait qu'ils étaient venus chercher des informations sur le jeu. On n'a jamais su vraiment exactement c'était quoi. Mais allons un petit peu dans la genèse, l'origine des hommes en noir, d'où est-ce que ça vient, oui, parce que cette théorie-là. On a vu ça quand même dans la culture populaire, c'est une constante de nombreux mythes et légendes, les fameux hommes en noir. Ah oui, vraiment. C'est souvent lié même aux extraterrestres. Continuellement, en fait. Même tu m'amènes bien sur l'origine. À la base, là, selon l'origine, ça serait arrivé après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un incident à l'île Maury. Puis c'est un vrai cas qui est répertorié où il y avait eu justement un homme du nom de Harold Dahl qui avait observé des ovnis en patrouillant le 21 juin 1947 au Tacoma. Puis il en avait parlé de ça. Le lendemain, il a reçu la visite d'un homme en noir qui était justement venu qui disait qu'il était un agent du gouvernement, qui était venu en Buick neuve et qui aurait exigé à Dahl le silence sur l'incident sous peine de représailles. Donc ça l'a un peu construit le mythe. Généralement aussi dans les comment qu'il explique un peu les hommes en noir sont toujours accompagnés de toujours une ou deux personnes. Hein. C'est rare qu'ils sont seuls. Il y a souvent une femme qui les accompagne. Ah, je savais pas moi là-dessus. Ouais, puis c'est un peu ce qui est relaté. Puis quand j'y repense, c'est vrai que mes références sont c'est vrai qu'il y a souvent des femmes, c'est vrai qu'ils sont jamais seuls. Ils disent que la date de visite quand ils viennent te voir pour un cas, c'est jamais précisément soit le lendemain ou ça peut être vraiment plus tard. Ils t'indiquent jamais le vrai motif de la visite. Ils veulent pas ils donnent toujours très très peu d'informations. C'est des gens ils disaient même que souvent dans les films on les voit toujours, même dans les derniers films des années 90, ils sont toujours habillés dans les années 40. Ils ont toujours des vieilles voitures. C'est comme un anachronisme volontaire pour créer un peu l'effet de mystère là, que c'est des agents du gouvernement qui viennent te voir. C'est comme s'ils étaient indépendants de toute époque spatio-temporelle. Oui, c'est vrai. On les a figés un peu dans le temps. Ils ont toujours le même genre de costume, noir ou gris, justement des lunettes, des coupes assez simplistes, peignées. Très clean. Oui, très clean, exactement. Souvent, justement, sont reliés aux extraterrestres. Donc, c'est un peu cette origine-là qui a un peu bâti le mythe. Puis bon, là, étant donné que la culture se l'est appropriée, ben ça l'a grossi la chose. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je veux dire, les agents du gouvernement avaient souvent des costumes noirs. Ils conduisaient des voitures américaines, donc des Buick, des Cadillacs, ce qui est un peu la référence aussi qui aide à nourrir cette légende-là. Puis bon, avec le film qu'il y a eu Men in Black dans les années 90, qui a encore dû plus nourrir. Et la science-fiction regorge d'exemples par rapport au Men in Black. On revient à notre histoire, en fait, que justement, il y a des hommes des hommes en noir dans les arcades de l'Oregon qui étaient venus. Justement, il y a un cas qui est assez particulier, c'est que la police, justement, à Beaverton, à Portland, il y a eu un raid. Il y a eu un raid par le FBI dans une des arcades le 9 décembre 81 parce que justement le FBI surveillait l'opérateur de l'arcade, un homme de 48 ans depuis 1 an parce qu'il soupçonnait écoutez, ça, c'est assez drôle. Il soupçonnait de gambling. En fait, lui, ce qu'il faisait dans ses machines arcade, au niveau des points, il comptabilisait les points. Il avait fait un câblage, je sais pas comment il a patenté son affaire. Il était capable d'aller extirper les points pour faire une genre de conversion en argent, savoir aussi combien de fois les joueurs avaient joué. Et il y avait un genre, il explique pas trop le mécanisme de récompense, mais lui, au lieu de gagner des points, dans le fond, tu gagnais de l'argent, ce qui était une sorte de gambling. Donc, les gens payaient, mais ils pouvaient avoir une chance de gagner quelque chose ce qui est illégal. On le sait, c'est l'État, même aux États-Unis, qui gère les machines à poker, si on veut, mais c'était pas ça. Là. Ils utilisaient vraiment des machines d'arcade pour créer du gambling. Je trouvais ça quand même assez rigolo. Comme des courses de chevaux, un peu. Là. Oui, c'est exactement ça. Et c'est justement... C'est le début du e-sports. Oui, c'est vrai. C'est très bon. Clandestin. Oui, clandestin, exactement. Et ça s'est passé en 1981, le 9 décembre. Donc, dans les mêmes années, dans la même région,
ce qui a pu justement encore nourrir, parce qu'il y a vraiment eu des agents du FBI qui sont venus saisir les machines. Donc peut-être que cette histoire-là a aussi construit là-dessus et encouragé, pas encouragé, là, mais vraiment nourrir les hommes en noir. Écoute, ça fait pas mal le tour des théories actuelles. Il n'y a jamais eu d'existence. Tu sais, le jeu, là, on a beau en parler, les gens en parlent. Il n'y a aucune preuve tangible du jeu. Si vous faites des recherches, vous allez voir là, les ROM ou les qui existent, c'est souvent des simulations. Ça n'a pas vraiment de lien en tant que tel avec le jeu. Souvent, c'est des fausses applications, là, des April Fool. J'en ai vu plusieurs. Oui. C'est pas, il y a rien de tangible. Donc là-dessus, fait que ça. Disons que ça aide pas au fait de croire ou de pas croire, justement, de dire que c'est une réalité puis que c'est pas faux. Vu que ça existe jamais puis qu'il n'y a aucune trace, je sais pas trop, mais en même temps, si c'est vrai que c'est un jeu qui causait des problèmes, ils ont peut-être voulu le cacher. Tu sais, moi, il y a cet aspect-là que je trouve qui est pas... Ça se peut aussi là, que le gouvernement, la sécurité publique ont voulu tasser un jeu. Si on remonte dans les années 80, là, justement, il y avait une méconnaissance des jeux vidéo. C'est des vieux qui prennent... des vieux. À l'époque, je veux dire, c'est des bureaucrates, des gens vieux qui étaient éloignés de ce milieu-là. Quand tu comprends pas quelque chose, puis ça a des impacts sur la santé, il y a c'est peut-être juste banal comme ça. Oui, ça faisait très peur, là, surtout en climat de guerre froide. Ça pouvait peut-être être utilisé même pour une arme. On se rappelle qu'il y a même des départements militaires qui ont recruté des jeunes qui étaient bons à des first-person shooters, en fait, à une certaine époque. Il y a des cas documentés de ça. Donc, est-ce que c'est possible qu'ils faisaient la même chose à l'époque? Tu sais, à l'époque, justement, les Rainbow Six là, ou les Battlefield de l'époque, ben c'est Astéroïde et c'est Pac-Man, c'est Tempest, justement. Donc, est-ce que même à cette époque-là, il y a des agents gouvernementaux qui récupéraient les high scores de ces jeux-là pour éventuellement faire du recrutement militaire? Effectivement, ça se pourrait. Hein? Ça brouille les cartes encore plus. Oui, parce que moi, depuis qu'on fait Distorsion, je suis beaucoup plus sceptique. Je crois beaucoup plus à lire des vraies histoires sur toute la recherche gouvernementale américaine, ou pas juste américaine, mais souvent américaine, ou de d'autres pays qui ont fait puis que ça dépasse l'entendement. Je me dis que pourquoi pas. Parce qu'ils ont fait pire que ça, en fait. Ben oui. Ils ont fait beaucoup pire que d'observer des jeunes qui jouent à des jeux vidéo puis à récupérer des sauvegardes. Non, exactement, ça a pas puis c'est pas vraiment grave là. Puis je peux les comprendre d'avoir agi de la sorte aussi. À savoir si Polybius a existé. Écoute, tu sais, c'est vrai que si à l'époque ça a eu une mauvaise réputation, peut-être que l'entreprise veut justement pas qu'il y ait de traces de quoi que ce soit là. Si on se fie à Stephen Roach, ils ont dissous l'entreprise, ça aussi je peux comprendre, mais c'est sûr qu'il n'y a pas le registraire des entreprises russes, on n'a pas accès à ça, ce qu'on pourrait voir justement l'historique, mais justement, il n'y a pas de trace de cette création même là, il n'y aurait pas de trace. C'est sûr que si ça a été dissous à cette époque-là, en 81 ou 82, 83, ça se peut que maintenant, en 2017, il n'y ait plus de traces. Non, effectivement, dans les données, c'est vrai qu'à l'époque... Il y a eu aussi ce qu'on appelle le glissement de l'Internet. Il y a des choses qui sont demeurées, il y a des choses auxquelles on a encore accès, comme par exemple le post original, le texte original sur CoinUp. Moi et Seb, on est allé y accéder via la Wayback Machine, donc via les archives d'Internet. Mais c'est quand même limité, les archives de l'Internet. Il n'y a pas tout qui a été sauvegardé, comme le fameux texte sur Usenet en 1994, c'est introuvable. Non, mais ça passe pas par le protocole Internet, donc il est pas allé le pomper. Tu sais, fait que c'est exactement, on a vraiment pas ça. C'est juste il y a beaucoup de oui-dire. Oui, c'est presque juste ça. Oui. Donc quand tu me demandes c'est quoi ma théorie sur Polybius, c'est difficile à dire parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément d'éléments circonstanciels, il y a énormément de hasards, de coïncidences dans les environs de Seattle et de Portland en 1981. Spécialement, il semble s'être produit énormément de choses, là. Mais par contre, on n'a pas de preuves réelles, il n'y a aucune entrée encyclopédique, il n'y a pas énormément de documentation. Puis de produire quand même un cabinet d'arcade, c'est quand même différent que de produire un jeu vidéo lui-même. Donc, est-ce que cette compagnie-là s'est aussi lancée dans des cabinets comme ça, où vraiment ils ont juste voulu faire un certain playtest, un certain test consommateur auprès d'une public cible
j'ai de la difficulté à mettre le doigt là-dessus. J'ai l'impression, moi je suis pas sûr que je crois à tous les écrits là, qui ont été inscrits sur le web, ni par Stephen Roach, ni par le premier là, en 2000 le CoinUp, sur CoinUp. Donc j'ai aucune idée. Ça, pour là-dessus, je suis pas sûr de croire à 100%, mais j'ai l'impression que c'est fort probable qu'il y ait eu justement certaines circonstances qui enrichissent la légende urbaine à cette époque-là, dans cette région-là, autour d'un certain jeu d'arcade. Justement, vu qu'il n'y avait pas l'Internet, c'est dur de... Il n'y avait pas les appareils photo. Dans le monde d'aujourd'hui, ça pourrait plus arriver de cacher, si c'est vrai. Là. Il y avait des appareils photo, mais mais c'était pas numérique, c'était très local. Les gens n'avaient pas un appareil sur eux constamment. C'est plus dans ce contexte-là que je veux dire. Il y a pas de trace non plus de ça. Puis c'est vrai ce que tu dis, les gens ont des appareils photo. Pourquoi qu'on n'a aucune trace de ça? Je comprends que c'est resté quelque temps. C'est sûr qu'on prenait pas tout en photo à l'époque comme aujourd'hui, mais c'est louche. Il y a comme autant de preuves que ça a peut-être existé, puis autant de preuves que ça n'a pas existé. Exact. Donc, c'est vraiment dur de se faire une tête sur Polybius. Oui. Puis je trouve ça nébuleux. On n'a jamais d'explication. Oui, là, il y a eu une explication précise du gars, mais tu sais, pourquoi qu'il l'a pas dit d'emblée, le fonctionnement du jeu. Moi, c'est un peu ça aussi qui me mettait un peu que je me suis mis quand même à douter. J'aimais croire cette histoire-là, mais je me suis quand même mis à douter pourquoi il n'a jamais expliqué le fonctionnement dans sa description. Il me semble que c'est essentiel. Il a fallu que les gens questionnent. Parce que même sur la description, Stephen Roach explique que justement c'est un jeu avec un vaisseau spatial avec des vagues d'ennemis qui t'entourent. Mais par contre, le post de 2000 sur coinup.org, il indique que c'est un jeu de puzzle abstrait. C'est ça fait pas de sens. Donc un puzzle abstrait, moi, je trouve que ce que Stephen Roach décrit, c'est plus un jeu d'action de l'époque ou de science-fiction, mais peut-être pas. Je décrirais pas ça comme un puzzle abstrait. Non, exact. Moi aussi, il y a cette une dissonance là, entre les deux qui fonctionne pas du tout. Là. Bref, à vous de voir. Continuons l'enquête sur le groupe. On serait curieux d'entendre, de savoir ce que vous pensez là-dessus. Il y a eu avant qu'on conclue, il y a eu tout de même des références culturelles. Oui, il y a un héritage de Polybius. Ça reste, hein, ça l'a vraiment marqué quelque chose. Il y a quelque chose qu'on aime, des légendes urbaines, surtout quand ça implique des agents gouvernementaux. Justement, dans Les Simpsons, en 2006, il y a un épisode, entre autres, qui s'appelait Please Homer, Don't Hammer M. C'est pas vraiment important, mais il y avait... ils sont dans un arcade, justement. Bart est là. Et à côté, t'as le jeu. Il joue pas à Polybius, mais juste à côté de lui, t'as Polybius. Justement, selon plusieurs rumeurs, c'est écrit que sur les interfaces qui auraient ressorti du ROM original, ça reproduit un peu ça. C'est Credit 0. Polybius. Et assez drôle, mais le cabinet il est orange avec les LED vertes, mais il y a un seul bouton, aucun joystick, aucun contrôle. Oui, c'est vrai. Je trouve ça assez drôle. Et de plus, c'est écrit Property of US Government. Donc, pour ajouter... Sur la machine. Sur la machine directement. Donc, c'était un joli clin d'œil aussi dans une série américaine que je connaissais pas de Goldbergs. Dans le background, une vraie arcade, en fait, c'est une vraie reproduction du cabinet. On voit même l'écran titre. Oui, c'est ça. C'est qu'ils ont fait un bel effort à côté d'une machine de Punch-Out. Et tout le monde respecte la même fonte, la même typographie de Polybius. Oui. Tout le monde est consistant d'une fois à l'autre. Oui, c'est vrai, on est consistant dans la légende. Autre chose, même dans Batman en 2012, il y a une scène des Batman en bande dessinée, là, pour préciser. Justement, dans une des scènes, t'as des gens à l'arrière qui jouent à Polybius sur une machine. Dans un bar. Dans un bar, oui, un peu qui a l'air avec du drôle de monde. Et il y a eu d'autres épisodes aussi d'autres séries, Dimension 404, House of Mystery. Il y avait même quelqu'un qui avait un T-shirt. Il y a des... même dans une série américaine, je pense que c'était Doomsday Arcade, ils ont fait une version assez spéciale de Polybius là, qui a l'air un peu plus démoniaque là, avec un genre de... Donc on voit que ça l'a vraiment marqué, même des auteurs, une tonne d'auteurs qui ont utilisé ce fond-là dans leur série de livres pour construire des histoires sur les conspirations américaines et que l'utilisation du gouvernement, pas l'utilisation, mais l'utilisation des jeux vidéo par le gouvernement pour avoir un certain contrôle sur son peuple.
Puis ce qui est phénoménal aussi, c'est qu'il y a des vrais jeux vidéo qui ont existé avec le nom Polybius en confirmant, en fait, en reprenant la légende et en le menant dans le réel. Et un de ceux-là, en fait, c'est Polybius sur PlayStation VR qui est sorti en mai dernier, donc en mai 2017. Ouais. Donc c'est pas pour rien non plus qu'on voulait faire un spécial Polybius sur Distorsion, étant donné qu'il y avait quand même de l'actualité à ce niveau-là au cours de la dernière année. C'est un jeu quand même, en fait, ça a été créé par un certain Jeff Minter là, qui est connu pour avoir fait des jeux psychédéliques, là, entre autres. Il a repris Tempest là, dans une version, Tempest 2000. Okay. Donc, il semble passionné là, par reprendre des jeux rétro puis les amener dans le présent. Et là, c'est le jeu, en fait, sur PlayStation VR, c'est complètement psychédélique. On est vraiment... je dirais pas que c'est sûr, c'est inspiré de Polybius, mais ça reprend pas le gameplay original. Donc, on est vraiment... dans un genre de vaisseau spatial, mais au centre de l'écran. Puis là, en fait, on combat des Space Invaders, on combat des genres de vaisseaux spatiaux. On est dans un espèce de monde avec une interface abstraite et avec une musique 8 bits, mais un peu techno. Donc, ça doit être toute une expérience. J'ai pas eu la chance de l'essayer, mais si j'ai la chance un jour, je vais définitivement le faire. Je pense qu'on a fait pas mal le tour, hein, mon cher Émile. Oui, ça a été une aventure quand même assez intrigante, un petit peu plus légère parfois que des histoires de true crime qu'on couvre. Faites-vous-en pas, on va revenir en force assez rapidement avec une histoire sordide, mais c'était cool. En fait, on risque d'explorer plusieurs autres jeux vidéo comme ça, parce que il y a des jeux vidéo controversés, il y a des jeux vidéo aussi qui causent d'autres problèmes mentaux, donc on aura la chance là, d'en explorer. Si vous avez des suggestions là-dessus, faites-nous en part. Vous pouvez le faire sur notre page Facebook, comme tu le disais tout à l'heure, Seb, facebook.com/Distorsion Podcast. Vous pouvez rejoindre notre groupe de discussion. C'est là que ça se passe. Vous pouvez le faire aussi sur Twitter au Distorsion Pod et Instagram, le Distorsion Podcast. On est partout. Oh yeah! Seb, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour terminer ce soir? Même si vous êtes accro à Distorsion, vous ne risquez pas d'avoir la visite d'Homme en Noir. Du moins pour l'instant. Oh non.